Alors bonjour à vous, chers étudiants de l'IMSI. Cette vidéo a été réalisée en guise de compensation suite au cours auquel j'ai été absent pour des raisons de santé, mardi 16 février matin. Dans cette vidéo, je vais aller un petit peu vite, mais c'est aussi ça l'intérêt de la vidéo, c'est que vous puissiez ralentir la vidéo si besoin, ou bien faire des pauses et revenir dessus bout par bout. Je vais commencer par revenir très rapidement sur ce qu'on avait vu ensemble lors de la première séance dédiée à Word, et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire avec vos camarades du groupe de 10h30, afin d'avoir des choses un petit peu plus avancées qui doivent vous permettre de réaliser dans les meilleures conditions possibles le travail demandé pour la semaine prochaine. Alors, histoire de réviser un petit peu ce qu'on avait vu ensemble la fois dernière, déjà je vous avais dit que pour tester de la mise en page dans Word, on peut utiliser ce qu'on appelle un lorem ipsum. Donc je vous avais filé le lien fr.lipsum.com. Et là, en l'occurrence, je vais générer, disons, une vingtaine de paragraphes, histoire d'avoir du texte factice avec lequel je vais pouvoir travailler. Voilà. Donc je le copie. Et alors là, pour le coller, je fais clic droit et je lui dis dans les options de collage, je lui dis conserver le texte uniquement. Voilà. Petite par mesure de précaution, je vais tout sélectionner avec CTRL A ou commande A si vous êtes sur Mac et je vais vérifier que tout est bien en style normal comme vous pouvez le voir en haut de l'écran. Alors excusez-moi, je me suis trompé de raccourci, c'est pas le bon. J'avais donc dit le style normal, voilà, comme on peut le voir en haut de l'écran. Et en l'occurrence, c'est bien le cas. Alors ensuite, ce qu'on avait vu ensemble, c'était tout ce qui avait attrait en fait à l'utilisation des styles et des styles personnalisés. Alors je vais en profiter non seulement l'occasion pour réviser, mais également pour montrer une petite chose qu'on n'avait pas forcément vue ensemble la fois dernière. Dans l'onglet conception du ruban de Word, en fait, il existe des banques de thèmes déjà préexistantes. Et tous ces thèmes, en fait, ils vont vous donner accès à plein de styles différents. Donc, je sais pas, je vais en prendre un au hasard. Par exemple, le style Berlin, ça me parle bien, Berlin. J'adore cette ville. Et on va prendre n'importe quelle famille de styles là-dedans. On va prendre ça, par exemple. Bon, ok. Donc, si je retourne dans l'accueil, vous voyez qu'en fait, il y a plein de nouveaux styles qui ont été créés sur la base du thème que j'ai choisi dans la collection de thèmes. Donc on n'a plus les styles par défaut bleus en calibré qu'on avait tout à l'heure. Cette fois-ci, on est sur une base de trébuchet avec des teintes de rouge, ocre et autres. Je vais très rapidement créer des titres factices. Je vais dire ceci est un titre de niveau 1. Puis je vais refaire la même opération alors à un autre endroit de mon texte. Je vais mettre ici un autre titre de niveau 1. Et on va mettre à un dernier endroit, là par exemple, un autre titre de niveau 1. Ok. Alors ensuite, on avait vu qu'on pouvait appliquer des styles et que ces styles, du coup, nous permettaient commencer à mettre en forme nos documents qui avaient plus d'intérêt à cela. Alors, pareil, j'en profitais pour vous montrer quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu la fois dernière, c'est qu'en fait, il existe un raccourci pour pouvoir appliquer un style à plusieurs titres en même temps. Si je clique sur le premier titre de niveau 1 et puis que j'appuie sur la touche CTRL et que je sélectionne un autre titre, et vous voyez que ça me fait une sélection multiple. Autrement dit, j'ai pu sélectionner le titre qui se trouve ici et également le titre qui se trouve ici. Donc la même chose, là, si j'appuie sur CTRL et que je clique ici, ça m'a sélectionné ce titre-là, mais c'est également ce titre-là et ce titre-là. Donc du coup, grâce à cette petite manipulation, avec la touche CTRL, je vais pouvoir appliquer un style à tous ces titres. Donc je vais les mettre en style de niveau 1. Ok. Alors, on va également en profiter du coup pour justifier tout notre texte, parce que là, vous voyez qu'il n'est pas du tout aligné là, sur la droite. Donc pour cela, petit rappel, on avait dit qu'on pouvait faire clic droit sur un style existant, cliquer sur modifier, et puis là, modifier tout ce qui est relatif à ce style. Donc là, en l'occurrence, je vais le mettre en justifié, je vais dire OK, et on voit bien que tout le corps de mon texte est désormais en justifié. Ensuite, on avait dit que on pouvait, une fois que les styles de titre avaient été utilisés, ça nous donnait accès à une option intéressante qui se trouve dans affichage. Et là, je clique sur volet de navigation. Donc, pour rappel, j'ai cliqué sur affichage, volet de navigation. Et du coup, dans le volet de navigation, on peut voir les différents titres qui sont présents dans mon document. Bon, là, il se trouve que j'ai que des titres qui ont le même nom, c'est un titre de niveau 1, etc. C'est pas très intéressant. On a vu qu'il y avait plusieurs options qui étaient intéressantes avec ça, notamment le fait de pouvoir déplacer en fait des blocs de texte entiers qui sont placés sous un titre. Donc par exemple, si je me rends compte que cette section, en fait, je veux pas qu'elle soit au début, mais je veux qu'elle soit à la fin, eh bien on voit que tout ce qui s'appelait lorem ipsum, blablabla, et qui était au début du document est désormais placé ici. Et ça, qui était plus tard dans le texte, est désormais au tout début. Ensuite,
petite option supplémentaire qu'on a, genre, je ne sais plus si on l'avait vu, mais écoutez, si c'est le cas, c'est super, ça fait office de révision, et si c'est pas le cas, eh ben, c'est l'opportunité d'apprendre quelque chose de plus. Euh, on peut appliquer des numérotations automatiques directement en modifiant les styles de titres. Alors, si je modifie les titres de niveau 1, donc je vais faire un clic droit dessus et modifier, je peux lui dire là tout en bas dans la boîte format numérotation. Et là, je vais dire, bah, en fait, numérote-moi automatiquement les titres de niveau 1 avec des chiffres comme ceci, des chiffres arabes. Donc je dis OK, j'applique. Et là, vous voyez qu'automatiquement, tous mes titres de niveau 1 ont été numérotés 1, 2, 3. Donc avec cette manipulation, vous n'avez plus jamais en fait à écrire de titres, enfin de numéros de titres par vous-même. Ce qui est intéressant, bien évidemment, alors je vais vous montrer, c'est que si je déplace mes titres, eh bien, ils seront nommés automatiquement. Là, vous voyez que j'ai renommé mes titres, titre de niveau 1, titre de niveau 2, titre de niveau 3. Je l'ai juste mis ça comme ça pour que vous voyez qu'est-ce qui est dans quel ordre. Et là, si celui qui s'appelle numéro 3, je le déplace et je le mets en tout début de document, bah, vous voyez que ceci est un titre de niveau 3, en fait, est bien numéroté 1. Et tous les autres ont été renommés en conséquence. Titre 2 et titre 3. Donc la numérotation automatique, très pratique à connaître. Hop, on va remettre les choses un peu dans l'ordre. Voilà. Il me semble qu'on avait vu 2-3 petites choses également en plus dans l'utilisation des styles, etc. Mais bon, là encore une fois, le but c'est pas de reprendre tout ce qu'on a fait lors du cours précédent, c'est une petite révision, juste histoire de se réactiver le cerveau et puis de comprendre un petit peu ce qu'on va faire par la suite. L'une des fonctionnalités quand même qui peut être assez appréciée, on va dire, dans la mise en page d'un document Word, bah, c'est de pouvoir insérer des images, peu importe ce dont il s'agit, que ce soit du coup des images, des icônes d'illustration, des graphiques ou des photos, ou que sais-je encore. Alors, pour cela, je vais utiliser une banque d'illustrations qui se trouve déjà dans Word. Je vais aller pour cela dans Insertion, là-haut, là. Et sur les versions récentes de Word, vous avez cette bibliothèque disponible d'icônes en fait. Donc je vais cliquer là-dessus. Alors si vous ne l'avez pas de panique, tout ce que je vais vous montrer là reste valide si vous insérez une image. D'ailleurs, je vous invite à le faire, à insérer une image dans un document et à refaire les mêmes manipulations que moi. Je vais prendre n'importe quoi, genre la pomme par exemple, je vais l'insérer. Et je me retrouve du coup avec cette image. Bon. Alors, si vous êtes sur PC, vous avez cette petite option là qui apparaît, qui concerne les options de disposition de l'image. Si vous êtes sur Mac, ces mêmes options de disposition, vous y avez accès en faisant clic droit. Et là, vous avez habillage. Et en fait, toutes ces options-là, ce sont les mêmes que celles que l'on peut voir ici sur PC, sur Windows. Disons que pour faire simple, ces options de disposition, elles vont décrire comment l'image doit se comporter avec le texte. Donc là, le style par défaut, c'est aligné sur le texte. Autrement dit, bien l'image va s'insérer dans le texte. Si je la prends et que je la déplace là, au milieu d'une phrase, par exemple, eh ben, on voit bien que ça coupe la phrase et que du coup, ça fait des sauts de ligne. Mais parfois, on a envie d'avoir peut-être des mises en page un peu plus fines, un peu plus adaptives. Alors du coup, parmi les deux options que je trouve très utiles dans l'habillage, dans l'habillage avec le texte, eh bien, il y a l'option encadré qui est ici, dans laquelle, comme vous pouvez le voir, le texte vient se positionner automatiquement tout autour de l'image en respectant ses bordures extérieures. Donc là, vous voyez que mon image est carrée, j'ai une bordure carrée. Et si je déplace mon image, eh bien, le texte s'adapte autour. L'autre option qui peut être intéressante dans certains cas, et là c'est mon cas parce que j'ai du blanc tout autour et c'est un fond transparent en fait, eh bien l'autre option qui peut être intéressante c'est cette option là, c'est l'option adapter. Là vous voyez carrément qu'en fait le texte vient épouser les courbes de l'objet en laissant une petite marge. Donc ça pour faire des mises en forme, des mises en page un peu un peu léchées qui ressemblent un peu à certains journaux qu'on peut voir, et ben ça peut être assez pratique. Je vais vous montrer sur un gros paragraphe comment ça peut rendre. Voilà, on peut obtenir facilement ce genre de rendu un peu sympathique. Bon, je vais revenir en format. Je vais revenir dans l'habillage le plus standard qui soit, c'est-à-dire aligné sur le texte. Et du coup, l'une des choses qu'on a peut-être envie de faire avec une illustration qu'on intègre dans son texte, eh bien, c'est lui rajouter une légende. Alors, déjà, pour commencer, je vais centrer ma pomme. Et puis, pour lui rajouter une légende, je vais tout simplement faire clic droit et insérer une légende. Vous voyez qu'automatiquement, en fait, Windows vous donne le texte de figure pour désigner tout
type d'illustration. Vous pouvez utiliser un autre nom si ce sont des équations ou des tableaux que vous insérez, et vous avez la possibilité même de créer vos propres, vos propres textes de légende si vous le souhaitez. Bon. Par défaut, on va utiliser figure, c'est très utilisé, pas de raison d'en faire plus pour l'instant. Je vais rajouter un petit trait d'union histoire de, et je vais dire ceci est une pomme. Ok. Alors on voit du coup que Windows nous rajoute ce petit texte du coup qui est centré là sous l'image, et ce qui peut être pratique de connaître quand même, c'est qu'en fait la numérotation de vos illustrations va être automatique, comme les titres. Donc si je rajoute par exemple ici une autre illustration, telle que, on va prendre cette petite noisette, tiens, histoire de rester dans la thématique nourriture. Je vais centrer mon image. Clic droit, insérer une légende, et je rajoute, et cette fois-ci, une noisette. Et on voit bien que mon illustration a été appelée numéro 2. Alors, l'un des intérêts de faire ce système de figure, en tout cas de faire ce système de légende, pardon, qui va vous donner un titre automatique de type figure N, désignant le numéro de votre illustration et puis sa petite légende, c'est de pouvoir générer en fin de document une table des illustrations. Donc, je vais me placer tout en bas. Je vais aller dans Insertion. Je vais me placer tout en bas. Je vais aller dans Références. Et là, je vais lui dire insérer une table des illustrations. Donc si je clique dessus et que je lui dis OK, pour l'instant, je me préoccupe même pas de tous ces détails qui permettent de faire des choses un peu plus fines. Mais si on prend tous les paramètres de base et que je dis OK, vous voyez qu'il m'a inséré la liste des illustrations présentes dans le document avec leur numéro de page. Si je déplace cette petite illustration de noisette, et que je la mets dans une autre page, par exemple ici, eh bien, il ne me reste plus qu'à retourner sur ma table des illustrations, faire un clic droit et lui dire mettre à jour les champs. Je dis à Word de me mettre à jour toute la table, je dis OK, et là vous voyez bien que le numéro de page correspondant à la noisette est passé de 2 à 3. Pour rappel, on avait vu que c'était la même, le même type de manipulation pour générer un sommaire automatique. En effet, l'un des intérêts, outre le volet de navigation, l'un des intérêts d'utiliser les styles de titres pour vos titres, c'est de pouvoir profiter de la génération d'un sommaire automatique. Alors on va le refaire très rapidement. On est toujours dans la partie référence de Word et je vais juste lui dire insère-moi une table des matières. Je vais prendre le premier style. Là encore, il y a moyen de faire des choses un peu plus fines, mais pour l'instant, on va faire très basique. Je lui dis insère-moi la table des matières. Et vous pouvez voir que, mis à part ce petit souci là où j'ai créé un titre dans le titre, voilà, on voit bien que que tous mes titres qui s'appellent ceci est un titre 1, etc. machin, sont numérotés. Alors, je vais quand même juste lui dire de mettre à jour la table parce que je vois qu'il y a des choses un peu bizarres. Comme vous pouvez le voir, il y a ce titre là qui a bugué. Vous voyez, qui s'appelle numéro 1, alors qu'en fait, il est le 3e. Si une chose comme ça vous arrive, rien de plus simple, vous faites un clic droit sur le numéro concerné, et puis vous dites continuer la numérotation. Et automatiquement, Word va comprendre qu'il faut reprendre la numérotation là où il l'avait laissé précédemment. Alors, pour les images, on a donc vu comment les insérer, comment les mettre en forme avec le texte, comment leur ajouter une petite légende, comment générer une table d'illustration. Il reste une ou deux petites choses intéressantes à connaître relatives aux images. Déjà, on peut mettre des choses en arrière-plan d'un document. On n'est pas obligé d'avoir une page blanche, ce qui peut être très pratique, notamment quand on crée des PDF et qu'on a envie d'avoir des PDF un peu colorés ou bien d'avoir une lisibilité peut-être un peu plus fine, parce que le blanc, ça peut quand même être très fatigant à la longue en fait sur les écrans. Alors pour cela, rien de plus simple, on va aller dans la partie conception, là du ruban de Word, et puis on va se rendre dans la partie filigrane. Et en fait, dans les options de filigrane, on a plusieurs choses. On a déjà le fait de pouvoir insérer du texte en fond. Donc, par exemple, ceci est un document de brouillon. Donc là, vous voyez qu'en fait, le mot brouillon va apparaître en gras, en grand, en gras et en très clair en arrière-page. Et on peut écrire par-dessus, comme c'est le cas partout. C'est comme ça qu'on peut générer, vous savez, les fameuses mentions confidentielles dans un document. Mais dans les options de filigrane, on peut retrouver d'autres choses, comme par exemple le fait d'insérer des images. Alors, je vais
Je vais vous prendre une image au pif qui n'est pas de très bonne qualité, justement pour vous montrer ce qui se passe quand on prend une image qui est mal dimensionnée. J'ai une image de concert d'un groupe de hard rock que j'adore, à savoir Van Halen. Et vous voyez que cette image en fait est trop petite. Et il se trouve qu'en fait la fonctionnalité de zoom des images dans les arrière-plans ne fonctionne pas très bien. Alors si je remontre un peu ce qui se passe là, vous voyez que là, Word me propose de mettre à l'échelle la photo. Et il me dit qu'il y a une échelle automatique. En fait, si je mets la photo à 50%, ouais, bah, vous voyez que ça n'a rien changé. Et si je mets la photo à 500%, ça n'a rien changé. Donc, si vous utilisez les images en arrière-plan, faites attention. Je vous invite d'abord sur un autre logiciel dédié à créer une image qui soit dans le vrai bon format en A4, donc 21 cm par 29,7 cm, et après de la mettre en filigrane. Sinon, vous vous exposez à des ennuis un peu comme là, ma petite image d'illustration qui est pas terrible. On peut cumuler on peut cumuler non pas image d'illustration, mais un fond coloré et du texte en filigrane. Alors, je vais vous mettre par exemple document, démonstration B3MC. Démonstration B3MC. OK. Donc vous voyez que c'est venu remplacer l'image qu'on avait en fond. Et puis après, je vais aller dans l'option qui est juste à côté, à savoir les couleurs de page. Et là, je vais dire que je veux une couleur de fond. Alors on va prendre un truc pas trop fatigant pour les yeux. On va partir là-dessus sur ce marron. Hop. Et voilà, et vous voyez que du coup les deux sont cumulés, un fond de couleur avec un texte en arrière-plan. Donc c'était dans les grandes lignes tout ce qu'il y avait à savoir pour les images dans Word. Avec ça, vous avez déjà, je dirais, le minimum vital pour commencer à faire des trucs un petit peu sympas en termes de mise en page. Alors ensuite, le deuxième grand thème que je voulais qu'on voit dans cette vidéo et durant le cours d'hier matin, c'est tout ce qui a trait aux références. Alors, référence, c'est ce qu'on a commencé à voir, donc c'est l'un des onglets du ruban de Word. Et dans référence, on va retrouver trois choses qui vont vraiment être intéressantes. On va retrouver la table des matières, que je vous ai déjà montré, l'insertion des tables d'illustration, que je vous ai déjà montré également, qu'on a mis en fin de document, et également les notes de bas de page. Alors, je vous déconseille d'utiliser les notes de fin pour plein de raisons. Je ne vais pas revenir dessus, on en a discuté un peu avec vos camarades dans le groupe de 10h30. Si vous faites des notes, je vous invite plutôt à faire des notes de bas de page. Alors, pour cela, regardez, rien de plus simple. Je vais me mettre, mettons que je vais commenter toute cette partie-là. Voilà ça. Et ben, je vais tout simplement me mettre à la fin de la phrase et je vais dire à Word, insérer une note de bas de page. Et donc, on voit qu'il y a un petit 1 qui est apparu et ce petit 1 fait un renvoi, du coup, dans le pied de page. Du coup, je peux mettre un commentaire à propos de cette phrase latine particulièrement ambiguë. Ok. Comme les tables d'illustration ou bien les titres avec une numérotation automatique, les notes de bas de page s'incrémentent automatiquement. Autrement dit, si je vais plus loin dans le document et que je mets une seconde note de bas de page, eh bien, vous voyez qu'elle s'appelle numéro 2. Alors, c'est peut-être pas l'évidence même, je vais vous mettre la loupe plutôt. Voilà, numéro 2. Donc, de loin, ces trois options, donc l'insertion de la table des matières, l'insertion d'une note de bas de page et l'insertion d'une table d'illustration me semblent être vraiment les trois fonctionnalités les plus importantes à connaître dans l'onglet références. La note de bas de page, je le trouve assez utile pour mémoriser le raccourci. Sur Windows, c'est CTRL-ALT-B. Sur Mac, malheureusement, je ne le connais pas par cœur, mais bon, si vous survolez avec le curseur de la souris cette fonctionnalité-là, vous voyez que Word vous renvoie le raccourci correspondant. Donc c'est tout pour la partie référence. Et alors reste ensuite tout ce qui est relatif à la mise en page à proprement parler, et notamment la gestion des sauts de page. Alors c'est une grosse partie qu'on va aborder là. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il existe un moyen de voir la mise en page de votre document, en tout cas, pour ainsi dire, les balises entre guillemets cachées de votre document. Alors je m'explique. On va pour ça cliquer sur affichage. Non, excusez-moi, je me suis trompé, c'est accueil. Et là, je vais lui dire afficher tout. Vous voyez ce petit symbole bizarre là? On va cliquer là-dessus. Et en fait, quand on clique dessus, Word nous révèle des petits, des petits symboles un peu étranges comme ça. On peut constater également que
tous les espaces sont remplacés par des points. En fait, tous ces petits symboles là, un peu étranges, ils sont là pour nous montrer la mise en page de notre document. En fait, tout ce qui est espace et caractères séparateurs. Donc, vous voyez qu'en fait, une tabulation, c'est une espèce de petite, comment dire, le petit retrait là, c'est une petite flèche comme ceci. La tabulation automatique, là, c'est ce petit carré. Le saut de ligne, le fait de passer à la ligne suivante, eh ben, c'est ce petit symbole bizarre. Les espaces deviennent des points, etc. Donc ça permet de voir un peu ce qui se passe dans notre document. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, ça permet de commencer à faire des mises en page un peu plus complexes. Je vais vous donner un cas comment dire, assez courant. C'est lorsque l'on a un texte, enfin plutôt un nouveau titre qui démarre en bas de page. C'est pas très élégant en fait de laisser une nouvelle partie qui démarre à la fin d'une page. Par exemple, comme ceci. Voilà. Ça, généralement, on essaye d'éviter cela. Donc, l'une des solutions qui existent pour remédier à cela, en fait, c'est de supprimer ce saut de page là et de venir dire à Word, insère-moi, donc je vais dans la partie insertion, là-haut, là, je vais dire insère-moi un saut de page. Et là, vous voyez qu'en fait, Word vous révèle excusez-moi. Là, vous voyez que Word vous révèle une nouvelle balise qui s'appelle bien un saut de page, qui est un nom très explicite. Donc, je vais supprimer ce saut de ligne là, du coup, qui est en trop. Et en fait, ce saut de page, qu'est-ce qu'il vient faire? Eh bien, tant que ce saut de page n'est pas à la fin de cette page-là, eh bien, ce titre-là là, ne bougera pas. Autrement dit, regardez bien, si je supprime des paragraphes ici, ou bien si je rajoute le texte, ce titre n'a pas bougé. Autrement dit, ce titre démarrera toujours au début d'une page. Alors si je rajoute du texte, du coup, et que ce texte est amené à déborder avec le saut de page jusqu'à cette page-là, eh bien vous voyez que le titre 3 a basculé encore à la page suivante, à la page de droite. Alors après, c'est à vous de le faire un arbitrage et de déterminer est-ce que vous estimez que cette partie est assez importante pour laisser une page volontairement blanche. Ça se fait, ça dépend du type de travaux que vous faites et ça dépend notamment de l'importance du titre en fait. Pour les titres de niveau 1, c'est assez courant de voir dans des publications ou n'importe quel type d'ailleurs de publication un saut de page et un démarrage à la ligne suivante. Pensez au livre que vous lisez. Hein. Si dans un livre, eh bien, il y a une demi-phrase qui se termine en début d'une page, eh bien, le chapitre démarrera à la page suivante. Bon. Alors ça, si vous voulez, ça permet, le fait d'utiliser cette balise de saut de page, en fait, ça vous permet de vous éviter des casse-têtes du genre, appuyer sur la touche Entrée plein de fois jusqu'à ce qu'un titre démarre en début, là, comme c'est là, et puis faire la même chose ici. Et puis se rendre compte que, en fait, ici, on avait un paragraphe supplémentaire à écrire et que du coup, comme on a rajouté un paragraphe, et ça a tout décalé, donc il faut se retaper toute la mise en page de tout le document. Voilà, ce qui est particulièrement pénible. Le fait d'utiliser les balises de saut de page vous permet d'éviter ça. Donc c'est, je pense, l'un des trucs quand même les plus pratiques à connaître dans Word si vous ne le connaissez pas déjà. Et c'est particulièrement puissant lorsque c'est couplé avec l'option qui consiste à, comme je vous l'ai montré dans l'accueil, à afficher tout en fait. Parce que entre un saut de ligne comme ceci et plusieurs sauts de ligne, on peut voir la différence. Okay, vous vous rendez bien compte qu'il y a un cas où mon titre de niveau 2 avait démarré ici et il y a un cas où il démarre à la page suivante. Mais entre plusieurs sauts de ligne qui ont été faits comme là et un saut de page comme je vous l'ai appris à l'instant, en fait, c'est complètement transparent. Si vous voulez, dans les deux cas, on voit juste que le titre démarre à la page suivante, mais on ne sait pas comment ça a été fait. Et c'est là où le fait d'afficher tout, d'afficher les éléments de mise en page, permet de se retrouver un petit peu dans son document et de savoir où est-ce qu'on en est en fait. Donc ça, c'est pour les sauts de page. Allez, pour la forme, je vais en insérer un autre ici. Alors, la partie, saut de page, yes, voilà. Alors déjà avec le saut de page, on est déjà capable de commencer à faire un peu de la mise en forme, gérer un peu propre de son document sans avoir à systématiquement reprendre la reprise de ses titres. Mais parfois on a envie d'aller encore un peu plus loin, parfois on a besoin de faire des mises en page très différentes. Par exemple, là vous voyez que tout mon document, il est en format portrait, quoi. Mais imaginez que j'ai envie d'insérer une page
en format paysage au milieu de tout cela pour une illustration particulière, pour un grand graphique par exemple qui se trouve, enfin qui gagnerait à être en format paysage. Et ben, pour cela, il faut utiliser une autre balise qui s'appelle non pas le saut de page, mais bien le saut de section. Alors je vais vous le montrer. Je vais essayer de trouver un exemple qui est pas trop mal. Je vais vous le montrer. Ouais, ici, ça m'a l'air parfait. En fait, là, à la fin de cette page, je vais dire à Word, insère-moi. Donc je vais aller, hop, je vais aller dans la mise en page. Donc j'ai cliqué sur mise en page dans le ruban. Et je vais aller dans les parties saut de page. Et dans saut de page, en fait, il y a plusieurs options. Et l'une des options disponibles, c'est un saut de section jusqu'à la page suivante. Donc là, vous voyez que Word m'a inséré une balise qu'on n'avait encore jamais vue, qui est ici, saut de section. Et il me dit, la page suivante, c'est le début d'une nouvelle section du document. Ok, très bien. Alors, je vais dire que du coup, ma nouvelle section, là, elle démarre là, c'est tout ça. Et j'aimerais que, après cette page, après tout ça, eh bien, la mise en forme habituelle reprenne. Donc, je vais supprimer mon saut de page qui est ici. Et je vais redire à Word, insère-moi un saut de section à la page suivante. Voilà. Donc, on voit comment mon document a été balisé. On voit que la page 2 se déroule. À la fin de la page 2, on fait un saut de section, on passe à une nouvelle section du document qui va avoir une mise en forme particulière. Ça va être toute cette page. Et une fois que cette page avec sa mise en forme unique sera terminée, nouveau saut de section et on va reprendre le document tel qu'il est. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais me placer, donc je vais cliquer n'importe où là dans cette page. Et je vais dire, bon bah cette page, je veux une orientation en format paysage. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux pages en format portrait, cette page qui est unique en son genre, qui est en format paysage, et après, de nouveau, le reste de mon document est en format portrait. Alors ça, c'est très pratique quand on veut commencer à faire des mises en forme un petit peu fines de son document. Par exemple, imaginez que sur mes deux premières pages, je souhaite qu'il n'y ait non pas un bloc de texte comme ceci, mais en fait du texte en deux colonnes, comme deux colonnes de journaux. Pour ça, rien de plus simple, je vais aller dans la partie mise en page, ici, et je vais lui dire colonne, mais moi le texte en deux colonnes. Donc on voit bien qu'en fait, là mon texte a été mis séparé en deux colonnes, et que après, ces deux colonnes ne se sont pas répercutées sur cette page-là. En effet, cette page est une section à part entière. Et en fait, si ça se trouve, ce que je veux ici, c'est non pas deux, mais trois colonnes. Donc je vais me placer sur cette page et je vais dire nombre de colonnes, 3. Hop, histoire que ce soit un peu plus lisible, je vais rajouter du texte. Yes, voilà, super. Et on voit bien que du coup, ce nombre de colonnes ne s'est pas répercuté dans la suite du document. Il faut donc que je redise dans la suite de mon texte, là, ici, donc je vais cliquer n'importe où, et je vais lui dire, bon, nombre de colonnes, 2. Encore, pour que ce soit bien visible, je vais rajouter quelques paragraphes en plus, voilà. Alors, ce qu'on remarquera avec cette histoire de nombre de colonnes, c'est qu'en fait, on a toujours la possibilité de placer de manière un petit peu libre ces images. Si je reviens sur ma pomme là, de la première page, en fait, je peux tout à fait la prendre. Alors, excusez-moi, il faut d'abord que je fasse clic droit, habillage, et que je lui dise encadrer. Et là, du coup, je peux déplacer ma pomme. Hop, l'agrandir un petit peu, et vous voyez que tout le texte autour s'est habillé. On remarquera également que du coup la légende est un petit peu partie en sucette et qu'on a perdu la mise en page de sa légende. Alors là encore, il peut y avoir un ou deux tricks. Je ne vous cache pas que le comportement de Word est un petit peu inconsistant de ce point de vue-là. Quand ça arrive, ne paniquez pas, vous juste supprimez simplement la légende et recréez-la. Donc je vais refaire clic droit, insérer une légende. Ceci est une pomme. Et lui dire OK. Vous voyez que cette fois-ci, Word m'a créé une boîte de texte. On le reconnaît là, vous voyez, aux petits encadrés. Donc du coup, ça veut dire que je peux faire une mise en page, une mise en forme plutôt, qui est unique dans le cadre de cette boîte de texte. Alors je vais commencer par centrer le texte dedans. Et puis, comme le fond de la boîte de texte est blanc, alors que moi j'avais choisi un fond de couleur, il faut que j'applique à ma boîte de texte le même fond de couleur que celui de ma page. Je vais donc cliquer sur ma boîte de texte. Et là, vous voyez que dans le ruban de Word, il y a une nouvelle option qui est apparue qui est format de la forme. Donc je vais cliquer dessus. Et j'ai une option remplissage. Donc je vais dire en remplissage, mets-moi la même couleur, là, le même marron que le reste de ma page. Alors pour être sûr que ça ne bouge plus jamais, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma boîte de texte, avec ceci d'une pomme. Et puis je vais faire Shift et je vais cliquer sur ma pomme en même temps. Là, vous voyez que du coup, j'ai une multisélection. J'ai les deux, j'ai l'image et sa légende qui sont sélectionnés. Et pour finir, je vais faire clic droit
grouper. Et du coup, le fait de grouper, en fait, vous voyez que ça me fait un seul élément que je peux bouger et tout bouge ensemble. Ok. On voit bien d'ailleurs que l'encadré suit désormais, si je vous montre à la loupe, on voit bien qu'en fait l'encadré suit en fait à la fois l'illustration et la légende correspondante. Alors, hop, excusez-moi pour les raccourcis. Ok. Donc, on a vu, on a presque fait le tour de tout ce que je voulais que l'on voit ensemble. On a vu comment utiliser les sauts de page pour pouvoir faire des renvois de titres automatiquement à une nouvelle page. On a vu comment utiliser les sauts de section pour pouvoir baliser son document et faire des mises en page spécifiques sur un certain nombre de pages. Il nous reste à voir. Il nous reste à voir une dernière chose qui est quand même pas négligeable. C'est tout ce qui a trait aux pieds de page et aux en-têtes. Alors, je vais virer l'option afficher tout. Voilà. Et alors, pour créer comment dire, des en-têtes ou des pieds de page, il n'y a rien de plus simple. En fait, il suffit de double-cliquer dans la zone correspondante. Donc là, vous voyez que j'ai cliqué sur la fin de mon document. Et vous voyez que Word m'ouvre automatiquement la boîte correspondant au pied de page. On remarquera également que Word m'a ouvert plutôt, m'a donné accès à une section dédiée dans le ruban. Alors, il y a à la fois beaucoup et pas grand-chose à dire à propos des pieds de page. Moi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de regarder un petit peu ce qui se trouve dans les parties descriptifs de documents, ici, et dans la partie champ. Alors sur la version Mac, ça se présente un petit peu différemment, mais ce sera la même chose, hein. Ça reste descriptif de documents et champ. La pop-up qui apparaîtra sera différente sur Mac, mais encore une fois, les balises qui existent là-dedans sont les mêmes. En gros, ces balises, ce sont des balises de métadonnées, c'est-à-dire qu'elles vous permettent d'accéder à des informations non pas relatives au contenu du document, mais à la forme en quelque sorte du document. Alors, je vais vous donner un exemple tout de suite. L'une des balises qui va m'intéresser, ça va être page. Et en fait, page, ça va me renvoyer le numéro de la page en question. Donc, page 1, là vous voyez que c'est 2, là vous voyez que c'est 3, 4, 5, 6, etc. Et en fait, peu importe ce que je fais de mes pages, les pages seront toujours numérotées automatiquement. Ça, c'est une première chose quand même pratique à connaître. Deuxième chose, c'est qu'on peut également insérer automatiquement le nombre de pages dans le document. Ce qui fait qu'on n'a plus jamais à s'en soucier en fait. Donc je vais faire un petit slash. Et là encore, je vais retourner dans les descriptifs du document. Je vais aller dans champ. Et je vais utiliser une autre balise qui s'appelle num page. Je vais dire OK. Et là, vous voyez que Word m'insère automatiquement le nombre de pages totales du document. Autrement dit, si je rajoute, regardez bien, si je rajoute plein de pages dans mon document, là, je rajoute plein de pages vides, et que je retourne voir le pied de page, eh ben on voit que tout a été renuméroté sur 13. Le fait d'avoir utilisé ces balises, en fait, ces descriptifs de documents et les champs associés, eh bien, ça permet du coup, encore une fois, de retrouver des informations, ce qu'on appelle des métadonnées, en fait, sur son document, et de ne plus jamais avoir à le faire à la main, en fait. Alors, il existe des options un petit peu fines qui peuvent être intéressantes à connaître et que je vous invite à découvrir aussi par vous-même. Le fait d'avoir une première page différente, ça c'est très pratique quand vous avez une couverture dans votre première page. Vous lui dites je veux une première page différente. Et vous voyez que du coup... Alors, voilà. Vous voyez que du coup, dans votre section, là, dans ce qui s'appelle la section 1, qui est tout le début du document, dans la première page, je ne mets pas de numéro. C'est comme si c'était ma page de couverture. Et puis après, la numérotation démarre à la page 2. Là, j'ai une nouvelle section. Souvenez-vous, j'avais fait un saut de section là, pour pouvoir mettre cette page en format paysage. Donc, dans ma section 2 de mon document, j'ai toujours le numéro de page. OK. Et là, dans ma section 3, hop, je vais lui redire que je veux... Voilà, très bien. Je vais lui redire que je veux la numérotation de ma page. Il y a également une autre option qui peut être intéressante, qui est le fait d'avoir des pages paires et impaires différentes. Ça, c'est pratique si vous êtes amené à faire imprimer vos documents. Ça peut être élégant d'avoir les numéros de pages impaires situés à droite de votre pied de page et les numéros de pages paires plutôt à gauche. Et bon, là, c'est vraiment du détail. Pour les en-têtes, c'est le même principe. Vous double-cliquez tout en haut de votre document, ça vous ouvre la section en tête. Les dispositions disponibles sont les mêmes que pour les pieds de page. Libre à vous d'écrire ce que vous voulez. Si vous écrivez du texte, cela sera reporté dans tout le document. Donc si par exemple je mets ceci et le document de démonstration pour les B3 IMSI, on peut voir que mon
texte d'en-tête a été reporté au début de toutes mes pages. Et écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Il ne vous reste, plus du coup qu'à vous organiser avec vos camarades pour pouvoir, réaliser le travail demandé, à savoir une maquette de journal de l'IMSI par les étudiants pour les étudiants de 4 pages minimum. Vous retrouverez plus de détails dans le mail concerné. S'il y a la moindre question, je vous invite à me contacter, par mail et je tâcherai de répondre au plus vite. Je vous souhaite, une excellente soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.